Les 3 premiers trimestres de la rentrée scolaire 2024 arrivent à grands pas. Ce sera le 9 septembre prochain, le début des cours ainsi qu'en a fixé un arrêté conjointement signé par le ministre des Enseignements secondaires et celui de l'éducation de base. À cet instant, sur le triangle national, les préparatifs grimpent en intensité jour après jour. Les marchés et les librairies sont pris d'assaut par les parents, parfois accompagnés par leur progéniture à la recherche d'une tenue scolaire, d'une paire de chaussures ou de fournitures parmi lesquelles les livres, les cartables. La ruée observée dans les points d'achat connaîtra davantage une montée en puissance au point d'atteindre comme à l'accoutumée son point culminant à quelques heures seulement de la rentrée scolaire. Le constat répété tous les ans ne fera certainement pas exception cette année. On peut en être sûr de manière à s'en mordre les doigts de continuer à observer les courses qui se poursuivent même après l'ouverture des portes des classes. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce phénomène, ces bousculades qui s'accentueront aux portes donc des établissements aux dernières minutes. Donc, la question trouve certainement réponse dans la qualité des préparatifs de la rentrée scolaire. Comment s'y prendre? À quel moment faut-il déjà y penser? Que doit-on apprêter et qui doit le faire? Twilight vous propose les éclairages d'intelligence fleurie et aguerrie du secteur éducatif. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Sur la table du débat de Twilight, ce mardi 20 août 2024, Cécile Louise Onguéné, elle est parent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Vous êtes aussi veuve? Oui, depuis 19 ans aujourd'hui. Voilà. Sur la table du débat aussi, notamment à vos côtés, Eric Yebgawanda, enseignant, écrivain et entrepreneur social. Bonsoir et bienvenue. Merci Colette, merci pour cette invitation de plus sur votre plateau. Le débat sera également mené avec la contribution de Emmanuel Faya, psychologue clinicien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très enchanté d'être là avec vous. Last but not the least, en présentiel aussi, Moïse Ndoumou Anvomo, plègue philosophie, retraité, proviseur émérite, écrivain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma fille, toujours heureux d'être avec vous. Merci pour cette invitation. Vous êtes par ailleurs conseiller régional du Sud. Oui. D'accord. Alors, je m'en vais vous poser la première question de ce débat, notamment la physionomie des rues, des quartiers, des marchés, des boutiques a pratiquement changé. Les signes visibles d'un prochain retour des classes s'observent de plus en plus. Vous avez fait le constat? C'est manifeste que de plus en plus il y a une certaine effervescence dans nos rues. Il s'agit, j'emprunte cette expression au philosophe Nietzsche, du cycle éternel retour. Parce que la rentrée scolaire revient chaque année, c'est un itinéraire cyclique. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que à chaque fois que cette rentrée arrive, il y a une effervescence. Et la preuve, les parents l'ont même affublé d'un sobriquet, rentrée colère, pour montrer que la tension monte tant et si bien, parce que les poches doivent absolument se vider pour satisfaire les besoins de leurs enfants, de leur progéniture. Mais moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi la rentrée scolaire donne l'impression de surprendre, alors qu'elle fait partie justement de ce que j'ai appelé un cycle éternel retour. L'arrêté conjoint Minesec-Minebase, à laquelle vous venez faire allusion tout à l'heure, fixe la période des vacances scolaires qui concernent les apprenants et les enseignants. Je me demande quel arrêté qui met les parents en vacances. Donc les parents ne sont pas
en vacances. Par conséquent, ils doivent s'atteler justement à temps pour la préparation de leur rentrée scolaire, celle de leurs enfants. Préparation. Il y a d'abord parer, se munir, mais préparer avant paix. Donc c'est pour ça que la préparation de la rentrée scolaire doit se faire dès le début de la rentrée scolaire. On va y arriver. J'aimerais qu'on reste encore dans les constats. On voit donc effectivement une effervescence. Oui. Chez les commerçants, ça se comprend. Parce que les commerçants vivent par cycle. On verra à Noël, il y aura d'autres choses et tout le reste. Donc, les commerçants profitent de la rentrée scolaire pour vendre ce qui est attrait à la rentrée scolaire. Mais les parents, justement, qui se bousculent, le font à la limite par souci de responsabilité. On essaiera de comprendre l'attitude des parents, notamment en cette période de rentrée scolaire, mais restons encore, je vous propose de rester dans les constats. Alors, Cécile Louise Onguéné, Oui. qu'est-ce que vous observez autour de vous en cette période? Il y a beaucoup de bousculades au marché, des embouteillages dans des rues. Pour arriver ici, il a fallu du temps pour que j'arrive ici parce qu'il y a de l'embouteillage en route. Les marchés surabondent des vendeurs. On ne voit pas des acheteurs parce que tous les parents se plaignent. Il n'y a pas de l'argent. Bon, comme l'a dit monsieur, c'est comme si la rentrée nous surprenait. Bon, avec les temps qui courent, préparer les rentrées à temps ou avant, je sais pas. On va en parler. Vous allez notamment expliquer davantage quand est-ce qu'il faut préparer sa rentrée. Eric Yebga Wanda, vous dites-nous très clairement les changements que vous percevez, les signes annonciateurs de la rentrée partout où vous passez au Cameroun. Merci Colette. Comme le proviseur Emery le disait, la rentrée scolaire, c'est un phénomène cyclique en fait. Ça revient après chaque septembre après septembre, et les mouvements changent au fil du temps avec la précarité économique que nous constatons. Parce que nous allons voir l'effervescence, par exemple, des rentrées scolaires il y a de cela 10 ans, n'est pratiquement plus le même aujourd'hui. Et on le constate même déjà dans les maisons. C'est vrai, antérieurement, nous étions apprenants. Aujourd'hui, nous sommes devenus parents. On se rend compte que l'effervescence a un peu changé parce que nous nous rendons compte, certes, les parents bougent, les boutiques se transforment parce qu'il y a des boutiques qui sont, c'est-à-dire ils vendent des marchandises d'après des périodes, comme monsieur le proviseur le disait. Il y a des boutiques qui changent d'activité avec ce phénomène de rentrée, mais cependant, ça devrait vraiment inquiéter personne dans la mesure où la rentrée scolaire, c'est comme tout événement cyclique qui doit se préparer sur le court terme, le long terme, le moyen et le court terme. Nous sommes pratiquement en moins de 3 semaines, nous sommes déjà dans le court terme et l'effervescence va davantage grandir jusqu'à la rentrée et bien pratiquement 2 semaines après. Pourquoi? Parce que au niveau des établissements, par exemple, l'une des difficultés que nous avons, c'est les nouveaux venus. C'est-à-dire des enfants qui doivent changer d'établissement. C'est parfois où on rencontre un peu plus de stress. Parce que vous allez voir, Khaled, que la rentrée est beaucoup plus stressante pour les jeunes parents. C'est-à-dire des parents qui vont envoyer les enfants pour la première fois à l'école. Et aussi pour des parents dont les enfants doivent changer d'établissement. Parce que pour des parents dont les enfants doivent changer d'établissement, cette période est un peu trop parce qu'ils ne savent pas déjà quelle est la position de l'enfant à la maison. Est-ce qu'il doit aller à l'école ou pas, dans quel établissement. Et parfois, tout cela a une modification qui essaie de créer, pas seulement au niveau des marchés, même au niveau des ménages, il y a déjà un peu de troubles, un peu de dysfonctionnement. Alors, Emmanuel Faya, psychologue clinicien, on reste toujours dans les constats. Vous, qu'est-ce que vous observez? Pour beaucoup de parents, c'est une période assez particulière pour ce qui est des dépenses financières. Oui, parce que ce n'est pas à toutes les périodes de l'année qu'ils font des dépenses de cette envergure. Ce qui fait donc que cela génère un certain stress dû aux différents challenges dont ils font face. Et il faut donc que ces parents puissent conjuguer avec cela, bien gérer ces stress et également mettre à l'épreuve la préparation qu'ils ont mise en place pour pouvoir assurer leur rentrée. Donc, on observe beaucoup de choses de ce genre. Également des élèves qui
se préparent, que ce soit mentalement, pour affronter la nouvelle année, en raison des différents changements auxquels ils font face, peut-être ceux qui sont à la classe supérieure, ceux qui sont restés, qui n'ont pas passé. Donc, tout cela génère un certain nombre d'émotions qui peuvent être positives comme négatives, et ils conjuguent avec tout cela et ils se préparent en conséquence pour la rentrée qui arrive. Alors vous êtes presque tous d'accord sur ce plateau sur le fait que la venue de la rentrée scolaire suscite beaucoup de stress. Pourquoi, monsieur le proviseur? Vous avez commencé à expliquer ce qui se passe. Le stress est naturel dans la mesure où il fait partie justement au niveau psychologique, comme le psychologue le montre effectivement, que l'intensité de la responsabilité. Parce que les parents prennent conscience de leur responsabilité face au destin scolaire de leur enfant. Et malheureusement, entre la grandeur de ce destin et la précarité existentielle de nombre de parents, par ce temps qui ne court plus vite, effectivement, il y a un décalage. Et c'est ça qui fait donc que les parents se sentent tellement bousculés, tellement déprimés, tendus, parce qu'ils savent que la rentrée est une exigence impérative avec des contraintes financières énormes, effectivement. Trouver des établissements n'est pas aussi facile que cela. Pouvoir offrir de scolarité encore moins. Sinon, les parents, justement, ont une tension attente. La tension attente face à la rentrée et la tension pression des responsabilités financières qui incombent aux familles désormais et qui malheureusement vivent une situation assez difficile de toute la précarité. Je viens d'un milieu rural, puisque j'étais au village pour les vacances, effectivement. La tension des parents est vive. Pourquoi? Parce que avec le changement climatique, la saison cacaoyère n'a pas encore porté ses fruits. Or, la rentrée annoncée pour le 9, la saison de l'hivernage que nous venons de traverser a été très dure, très sèche, au point donc que les cabousses n'ont pas pu mûrir, effectivement, et les parents se demandent comment ils vont faire s'ils n'ont pas assez de cacao à vendre pour justement leurs enfants. Donc, si cet exemple n'est qu'une illustration de ce que vivent tous les parents, j'allais justement dire que le cacao... Je prends l'exemple du cacao qui est vrai à l'extrême nord par rapport au mil, mais c'est parce que la dureté de la situation au niveau des parents est telle que face à ces responsabilités et aux exigences conséquentes de la rentrée, les parents se trouvent pratiquement aux abords. Et c'est pour ça que le stress monte. Et c'est pour cette raison qu'ils sont à la limite déprimés. Emmanuel Faya, je reviens à vous. Vous êtes psychologue, vous comprenez mieux ce qui se passe dans la tête des parents en cette période. Oui, effectivement, puisque c'est une période où il y a des dépenses d'une envergure particulière, en raison, n'est-ce pas, de la nouvelle année qui commence. Et il y a généralement des changements pour ce qui est de leurs enfants qui passent en classe supérieure, ce qui fait donc que peut-être les moyens financiers, la pension augmente, il faut donc s'adapter à tout cela. Ce qui fait donc qu'un parent a tous ces challenges devant lui et il doit pouvoir les gérer. Et il a fait une préparation et cette préparation est mise à l'épreuve au moment de la rentrée. Maintenant, il faut que le parent puisse gérer bien ce stress. À défaut, il peut se causer du tort à lui-même ou bien causer du tort à son entourage. Alors, Cécile Louise Onguéné, parent, on l'a dit sur ce plateau, la rentrée est un phénomène cyclique qui ne surprend personne. Mais pourquoi ce stress? Carlette, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que la rentrée scolaire qui occupe ou bien qui préoccupe les parents. Nous avons un phénomène de deuil, excusez-moi, dont les parents doivent gérer chaque fois, à chaque instant. Nous sommes des Africains, nous avons des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. À chaque minute, il y a deuil dans la famille. Même si vous avez gardé de l'argent quelque part, mariage, oui. Même si vous avez gardé de l'argent quelque part, pour la rentrée scolaire, quand un événement arrive, vous serez obligé de mettre main dans cette caisse, je peux appeler ça comme ça. Effectivement. Et au moment où la rentrée se pointe, vous vous trouvez défaillant.
Et ça fait monter la tension. Oui. Eric Yebga Wanda. Calette, à la suite de Madame Onguene, je pense que pour moi, un événement comme un mariage ou un deuil, comme vient de dire, doit être plus stressant qu'une rentrée scolaire. Permettez-moi de m'expliquer dans la mesure où un événement comme un deuil ou un mariage, c'est un phénomène ponctuel. Ça veut dire que c'est parfois ce qu'on appelle un jour un événement. Il faut tout réaliser pour qu'il se passe. Mais la rentrée scolaire, c'est déjà un début, mais qui doit suivre tout son cycle, ou bien tu vois, sur un temps jusqu'à 9 mois. Ça veut dire, stresser, c'est normal, c'est naturel pour des parents, mais ça ne devait vraiment pas trop. Dans la mesure où, un parent, je dis n'importe quoi, qui jusqu'au 9 septembre n'a pas encore réuni tout le minimum pour que l'enfant puisse aller à l'école, si l'enfant n'a pas de problème d'inscription, s'il est dans l'ancien établissement, il peut d'abord commencer. Et progressivement, il peut intégrer les besoins de l'enfant au courant de l'année. Pour moi, la rentrée n'est pas un stress, c'est parfois la gestion de l'année scolaire. Pourquoi? Parce que je vais prendre un phénomène banal qui peut intéresser beaucoup d'autres parents. Comme j'aime toujours dire, ce n'est pas la scolarité qui est le plus dur. C'est la gestion du quotidien de l'enfant parfois qui est très compliquée. Nous allons voir par exemple déjà à partir du 9 septembre, pour ceux qui ont encore des enfants, les tout petits, maternels et bien d'autres, parfois gérer seulement l'alimentation de l'enfant pour l'école tous les jours. Pour moi, c'est un peu plus stressant qu'un événement qui doit commencer le 9 et qui doit se poursuivre durant toute l'année. Pour dire, un parent qui se met dans un état de stress parce qu'il n'a pas encore réuni tous les paramètres, j'aime toujours à dire aux miens, le sac de classe, lorsqu'il n'est pas neuf, le plus important, c'est les cartables qu'il porte. Ou bien c'est les fournitures qu'il porte. Il faut que les parents préparent déjà les enfants psychologiquement parce que ce stress est beaucoup plus dû au phénomène de conformisme social. Permettez-moi un peu cela dans la mesure où beaucoup de parents sont dans la mesure, ou bien sont dans l'optique où le voisin, par exemple, a changé d'école pour ses enfants. Il a déjà payé les nouvelles tenues pour ses enfants. Enfin, on se met une certaine pression personnelle au regard de ce que les autres vivent autour de nous. Or, si un parent, avec sa petite famille, regroupe ses enfants et fait comprendre, parce que vous allez voir, par exemple, Calette, où il y a des parents qui ont enlevé des enfants des établissements publics pour les mettre dans des établissements privés à cause de l'entourage. Qui coûte Un peu, voilà. Or, l'enseignement privé est beaucoup plus coûteux. Or, un parent qui se lance dans cette logique, avec pour optique, il faudrait, par exemple, permettez-moi le thème, que mes enfants vont à l'école ou les enfants des autres voisins vont à l'école, forcément, il va se mettre dans un gros stress. Un parent qui trouve, par exemple, que non, les voisins ont déjà tout acheté, excusez-moi, c'est parfois le complexe au niveau de certaines épouses, où elles ont tendance à dire, tous les voisins ont déjà payé les nouvelles tenues, elles sont prendre des mesures des enfants, est-ce que les miens vont aller à l'école et tout. C'est parfois un stress qu'on se crée soi-même. Et en fin de compte, Calette, de tous les parents que je rencontre souvent dans les établissements, cette période finit toujours par passer. Ça veut dire, même lorsqu'on se met dans un état de stress, on pilule, on souffre, après on se rend compte qu'on a souffert pour rien. Ça veut dire l'énergie qu'on gaspille à stresser, à s'inquiéter, on pouvait le canaliser ailleurs et rentabiliser beaucoup plus au niveau des enfants. Vous allez vous en rendre compte pour finir que beaucoup d'enfants, vous avez évoqué ça au début, est-ce que la préparation de la rentrée peut suivre pour l'année de l'enfant? Oui, bien évidemment. Dans la mesure où c'est le parent qui implique. J'aime toujours. On va y arriver, mais je reste encore avec vous. Nous sommes notamment à moins de 3 semaines de la rentrée du 9 septembre prochain. Alors, est-ce le moment propice pour effectuer les achats? Oui, Calette, et non, Calette. Oui, dans la mesure où, pour des parents qui, par exemple, ont des changements d'établissement, bien de classe au niveau des enfants, ils peuvent progressivement, parce que, par exemple, c'est récemment qu'on prenait la liste des manuels et des livres. Depuis un bon bout, il est un peu changeant. Ce qui fait que parfois, c'est cette période où vous arrivez dans certains librairies, on vous fait comprendre qu'il y a certains livres qui ne sont pas encore arrivés. Il y a certains manuels qui ne sont pas encore là. Je pense que prendre ces manuels et s'en procurer, c'est le moment propice. Mais pour les autres, à savoir par exemple la scolarité, à savoir le sac de classe et bien d'autres, je pense qu'on pouvait le faire beaucoup plus avant. Dans la mesure où, une fois que l'enfant a fini avec l'année scolaire, je pense pour moi, la rentrée scolaire se prépare
dès la fin d'année scolaire en fait. Parce qu'une fois que l'enfant a traversé une classe, un parent doit déjà savoir ce qui peut avoir une idée de ce qui doit l'attendre pour l'année qui suit. Or, lorsque nous ne sommes pas dans cette logique et que nous nous disons, c'est parfois dans les dernières minutes qu'on doit tout regrouper, qu'on doit tout faire, et qu'on se rend compte qu'on ne parvient pas à tout faire, c'est tout cela qui crée parfois ce stress dont beaucoup de parents ne parviennent pas à tenir. Je rappelle que vous êtes auteur aussi, et notamment parmi vos ouvrages, réussi avec excellence l'année scolaire, entre autres. Vous en avez d'autres? Oui, réussir l'année scolaire ou académique, c'est un ouvrage qui interpelle les parents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, réussir seul ne suffit plus. Mais la qualité de la réussite compte beaucoup. Je passe sous le contrôle du proviseur qui est là. Autre ouvrage, Parents présents. Parents présents et excellence. En fait, là, c'est un document pratique parce que moi, je dis toujours, la rentrée scolaire doit passer le 9 septembre, Carlotte. Mais si on a acheté toutes les fournitures aux enfants, si on a tout préparé et qu'on a été absent au courant, et qu'on doit être absent au courant de l'année, qu'on ne doit pas suivre, permettez-moi qu'à une seconde, il y a des enfants qui, permettez-moi, vendent leurs livres depuis le premier mois de classe. Ou bien ne les ont plus. Et beaucoup de parents le constatent parfois à cette semaine. On doit rester dans la rentrée scolaire. Je vous redonne la parole tout à l'heure d'auteur à auteur. Monsieur le proviseur, vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui que vous avez là devant vous. Merci de me le passer. Nina la colombe miraculée, auteur Moïse Ndoumou en vos mots. Monsieur, je vous pose cette question, la même tout à l'heure qu'à Eric Yebga-Wanda. Est-ce le moment propice pour effectuer les achats? Je crois que ce moment est propice. Parce que le faire un peu plus tôt aurait été peut-être difficile dès lors que la liste de manuels n'était pas déjà sortie. Mais le parent doit savoir qu'à la fin de l'année scolaire, pendant les vacances, c'est là qu'il prépare la rentrée. Parce que lorsque l'enfant va en vacances, il dispose déjà de son bulletin de notes et le parent sait qu'il reprend la classe ou qu'il va en classe supérieure. Le parent sait qu'il restera dans le même établissement où a été exclu cet établissement et qu'il lui faut maintenant chercher un autre établissement d'accueil. Donc, c'est dès le début des vacances que le parent doit déjà s'engager justement au niveau des fournitures. Et à ce moment-là encore, ces fournitures coûtent moins cher. Parce que l'inflation vient avec la rentrée scolaire. La pression maintenant, les cahiers qui coûtaient quelque chose au mois de mai ou juin coûtent davantage maintenant que nous sommes en septembre. Donc le parent doit profiter de cette période de tiège pour faire des achats. Qu'est-ce qui empêche même qu'un parent à Noël, à Pâques, ou achète déjà les cahiers pour l'année qui va, puisque ces cahiers vont servir toujours. On parle de tendance, les élèves ou alors les enfants qui veulent des livres, des cahiers avec la dernière image d'actualité, tendance. Effectivement, c'est ça le problème actuellement, dans la mesure où cet effet de mode envahit non seulement le milieu des élèves, mais également le milieu des parents. Notre collègue l'a dit tout à l'heure, que les parents font effet de mode. Parce que tel parent a fait ceci, il faut que moi aussi je fasse la même chose. La rentrée scolaire ressemble de plus en plus à ce que nous vivons dans nos milieux aujourd'hui avec les deuils et les funérailles. Le m'as-tu vu? C'est-à-dire, c'est l'occasion ou jamais pour montrer que j'en ai assez et que mes enfants sont bien lotis, ils sont bien logés, ils sont bien habillés, ils ont de nouveaux cartables, de nouvelles tenues. Et ce n'est pas la tenue qui fait la rentrée scolaire. On peut porter la même 1 ou 2 ans sans que cela entraîne le stress au niveau du parent pour que absolument il faille la changer. Donc je me dis donc que ce sont des effets de mode. Le m'as-tu vu? Le Camerounais sait s'installer dans cette habitude de snobisme. Il veut en montrer aux autres qu'il en a ou il peut faire autre chose que ce que le commun des mortels fait. Moi je crois justement qu'il faut que les parents reviennent au sens de la mesure, ni trop peu, effectivement, parce que ça prévoit la parfaite sagesse. Donc c'est pour ça que moi je me dis que les parents ont une responsabilité énorme. Nous reconnaissons cela, mais ce n'est pas une raison pour que les parents perdent de vue
que la rentrée scolaire doit tout focaliser, oubliant qu'il y a d'autres charges, effectivement, au niveau des familles. Ce n'est pas que la rentrée scolaire, il y a les malades, il y a la santé, il y a la nutrition, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, Emmanuel Faya, psychologue clinicien, on parle de conformisme social. Est-ce qu'on peut faire sans alors que les enfants réclament? Généralement, On ne craint pas d'avoir un impact sur leur évolution? Malheureusement, on a beaucoup de cas de familles qui ne sont pas bien préparées à la rentrée, pour la rentrée. Et souvent, certaines personnes eux-mêmes se mettent dans des difficultés. Généralement, il y a des adages. Ici au Cameroun, on dit souvent que l'enfant vient avec ses bénédictions. Les gens disent souvent comme ça. Et ce qui fait qu'on voit un parent, il a des revenus assez limités et il a beaucoup d'enfants. Il fait comment pour pouvoir prendre soin de tous ces enfants-là? On comprend là qu'il est dans une spirale, dans un piège, si on peut me le dire comme ça. Ce qui fait donc que pour pouvoir prendre en charge ces personnes, on avance dans un circuit dysfonctionnel directement. Et c'est pour ça que de temps en temps, on voit dans les rues des jeunes enfants qui se battent pour pouvoir payer eux-mêmes la scolarité. Mais le parent doit quand même satisfaire la demande de l'enfant. Exactement. Qui veut un cahier à la mode. Oui, exactement. C'est la responsabilité du parent de prendre soin de son enfant sur le point financier, sur le point affectif. C'est sa responsabilité, ce qui fait donc que toutes les charges qui incombent la scolarité, et également comment aider l'enfant à pouvoir gérer, n'est-ce pas, les situations nouvelles qu'il rencontre dans les débuts de classe. Tout cela revient aux parents. Ce qui fait donc que la parentalité est une lourde responsabilité. Et il faut donc prendre bien la mesure de la chose avant de pouvoir s'engager dans cette voie. Malheureusement, beaucoup de choses engagent les parents vers des voies vraiment désastreuses pour eux. Et ils se retrouvent piégés à chaque rentrée. Cécile Louise Onguéné, Oui, Carlette. vous êtes parent, comment vous gérez ces moments? Je veux livrer sur ce plateau mon petit secret. Je veux rejoindre Monsieur Eric Yegba. La rentrée, pour moi, en ce qui me concerne, je commence à la préparer au mois de juin, fin juin. Donc, quand les enfants viennent juste de prendre des congés, en quoi faisant? En visitant tous les magasins qui sont en solde. Je prends des cahiers, je sais qu'il y a les, bon, sans publicité, des simples cahiers, les doubles lignes, les ceci, les rames de papier. Ils sont en solde parce qu'ils attendent la rentrée pour renflouer les magasins. Cette étape passe. Je continue. Je cherche des promotions. Des promotions. Parce que je vais vous dire, mes enfants se moquent souvent de moi que maman vit des soldes et des promotions. Parce que là, les prix changent. Que ce soit le cahier où il y a des stars actuelles, là, ce n'est pas mon problème. Je veux un cahier dur, solide. Une rame de papier qui a du bon format. Oui. Et puis, quand j'ai déjà ces fournitures, peut-être les anciens sacs, les livres scolaires viennent après, parce que nous devons attendre les listes qui sortent du ministère. Voilà. Et au fur et à mesure, je peux commencer par les exigences, parce que j'ai des scientifiques, les littéraires. Je commence par les livres des scientifiques, parce que ça coûte cher, et puis c'est très important. Bon, au fur et à mesure. Celui des littéraires est tout autant. Il peut attendre, ou bien il peut utiliser celui de l'année passée de son frère aîné. Voilà. En dehors de ça, ma rentrée continue jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça veut dire que crescendo, j'achète, je viens, je satisfais les besoins au fur et à mesure. D'accord, c'est ce qui explique par exemple que les achats se poursuivent après le début des cours. Voilà, effectivement. C'est normal, vous trouvez ça normal, Eric? Khaled, je pense que Mme Onguéné vient de donner un secret de roi à tout le panel et à beaucoup d'autres personnes, dans la mesure où, Khaled, j'aime toujours à dire, on n'apprend pas à devenir géniteur, mais on apprend à devenir parent.
comme le psychologue le disait, la parentalité est une grosse responsabilité. Ou, comme je le dis souvent dans des séances de formation au niveau des parents, le plus dur n'est pas d'envoyer l'enfant à l'école. C'est de suivre le parcours scolaire de l'enfant. Nous sommes encore là à la rentrée scolaire. Ça veut dire nous parlons de la maternelle jusqu'en terminale. Or, nous allons nous rendre compte, Khaled, qu'il y a plusieurs parents. Tout à l'heure, vous avez évoqué le phénomène des tendances. Vous avez dit, il y a des enfants, il y a des parents qui vont faire des achats avec des enfants. Et c'est vrai, émotionnellement, ça permet à l'enfant de découvrir les supermarchés et tout. Mais moi, j'aime toujours à dire, la psychologie africaine voudrait que de 0 à 10 ans, un enfant soit un esclave. Dans la mesure où c'est le parent qui décide tout de lui. Quand on dit esclave, ça veut dire qu'il dépend entièrement du parent, que ce soit... Un enfant dépend de ses parents. Oui. C'est-à-dire il n'a pas d'avis à donner par rapport à ce que son parent dit pour lui. Parce que pour moi, un parent et un vrai ne peut pas vouloir du mal pour son enfant. Ça veut dire, lorsque le parent a pensé qu'il faudrait que tu aies par exemple telle paire de chaussures. Et moi j'aime toujours dire, il y a cette communication parent-enfant qui doit exister. C'est l'un des points où je précise beaucoup dans le livre et réussir avec excellence. La relation parent-enfant compte beaucoup. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants, lorsqu'ils jouent dans la cour avec les autres, lorsqu'ils voient les autres, il y a cette communication qui parfois influence l'enfant. Et l'enfant en retour vient influencer le parent. Parce que vous allez vous en rendre compte, par exemple, il y a des enfants qui ont changé d'établissement à cause du phénomène de leurs camarades. Et progressivement, ils ont impacté le parent qui a cédé. Or, il cède pour un élément qui doit le torturer lui-même d'abord. Et qu'au courant de l'année, permettez-moi juste un petit exemple, je suis dans la ville de Soie. Il y a des enfants qui quittent la ville de Soie pour fréquenter dans des établissements confessionnels de très haut niveau, à permettez-moi, des dizaines de kilomètres. Et parfois, ils ont tellement mis la pression aux parents, et parfois même ce sont des parents qui font souvent ce choix d'établissement, mais ne tenant pas compte du paramètre temps, du paramètre fatigue chez l'enfant et tout. Et donc, on se dit tout simplement, parce que l'enfant va faire cette école, il sera par exemple dans cette école d'élite. Or, on ne voit pas comment ça va suivre tout au long de l'année. Comme je le dis souvent, même hier, il y a certains qui arrivent à mon niveau pour demander comment le faire. Je disais, l'établissement, j'ai pu me tromper, je passe sur le contrôle, monsieur le proviseur, l'établissement joue un maximum de 40% sur le rendement scolaire d'un enfant. Ça veut dire qu'un enfant peut être dans un établissement public et avoir une réussite avec excellence. Tout comme un enfant peut être dans un établissement privé où il y a tous les éléments de discipline avec tous les meilleurs enseignants, mais il ne s'en sort pas. Ça veut donc dire, c'est parfois le gros problème, c'est nous les parents, parce que j'aime toujours à dire, on n'apprend pas à devenir parent. On n'apprend pas à devenir géniteur, mais on apprend à devenir parent. Un parent doit devoir suivre. Vous êtes compris. Peu à peu cet élément, et moi je me dis c'est important de faire la préparation. Vous êtes compris. Alors monsieur le proviseur, on parle de la préparation de la rentrée scolaire et dans ce cadre-là, on parle des parents, on parle des élèves, on parle des enseignants. Qui doit préparer la rentrée? C'est la rentrée de qui? De l'élève, du parent? Cette question est pertinente. La rentrée de qui? On dit rentrer des classes. Mais quand on parle de classe, il y a des agents qui participent de la classe. Il y a les élèves, forcément. Et derrière l'élève, il y a les parents. Et devant l'élève, il y a l'encadreur. L'enseignant ou le cadre administratif qui coordonne l'administration de l'établissement. Donc lorsqu'on parle de préparation de la rentrée scolaire, tous les partenaires sociaux du milieu éducatif sont directement impliqués. Et cette préparation n'est pas seulement matérielle, financière, elle est d'abord une préparation psychologique, intellectuelle et morale à la fois. C'est d'abord dans la tête qu'il faut se préparer pour que l'année scolaire, qui est un parcours difficile, sélectif, puisse être couronné de succès à la fin. Et c'est pour cette raison que cette préparation interpelle toute la communauté éducative. Je prends cela comme référence. Les résultats, entre guillemets, catastrophiques au bac de l'année dernière doivent être une interpellation. En série A, généralement, moins de 10% paraît-il. Ces résultats doivent nous amener à comprendre que l'école est
quelque chose de très sérieux et que l'école ne s'amuse pas. À l'école, on ne va pas en aventurer. Les gens ont eu la facilité de croire qu'il suffit de rien. Bon, on peut passer d'une classe à l'autre, on peut passer des examens, on peut recourir à ce qu'ils appellent eux-mêmes l'eau et tout le reste, et on va réussir. Pour une fois, la sonnette d'alarme a été sonnée. Pour montrer qu'attention, l'école est chose sérieuse et il faut absolument que tous les partenaires sociaux de l'école s'arment. Il faut un réarmement moral au niveau de l'école. Réarmement moral d'abord au niveau des élèves. Les élèves ne prennent plus l'école au sérieux. Parce qu'ils se disent, une école sans emploi, quel avenir? Le drame de notre école, c'est qu'on a cru que la seule diplomation, la seule certification permettait qu'on devienne je ne sais quoi dans la vie. Il faut que les enfants comprennent qu'il faut changer de paradigme. On ne va pas à l'école seulement pour acquérir des diplômes et devenir fonctionnaire, col blanc, costume, mais savoir que à l'école, il y a le savoir savant, c'est vrai, mais aussi le savoir faisant, le savoir pratique. Il y a le savoir étant, le savoir être. C'est autant de valeurs que cultive l'école. Et il faut donc que les élèves comprennent aujourd'hui que il faut absolument que la jeunesse se dise, et Georges Duhamel l'a dit avant moi, la jeunesse n'est pas l'âge du plaisir, c'est celui de l'héroïsme. Il faut absolument que nos jeunes comprennent qu'il faut être des héros. Héros au sens grec du terme, demi-dieu, c'est-à-dire se surpasser. C'est cette volonté de dépassement qui manque de plus en plus à nos jeunes aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils se laissent aller à la facilité. La preuve, il vient de passer près de 3 mois de vacances, mais va aller voir comment ces vacances ont été vécues en milieu rural ou bien en milieu urbain. Les campagnes de balles, de sport à la limite, sport de caravanes, les balles chaque jour et tout le reste, où on se laisse aller au farniente, à ne rien faire, on se laisse aller au festif, au ludique. Voilà. Or, cela ne leur permet pas de préparer la rentrée scolaire. Tel que les élèves ont vécu pendant les vacances, ils ne sont pas prêts, justement, parce que la rentrée va les surprendre. C'est d'abord psychologiquement qu'il faut se préparer, que j'ai une aventure et que cette aventure est ambiguë. Ambiguë pourquoi? Parce qu'il y a que deux issues. Où on réussit, où l'on échoue. Et l'école est sélective à souhait. Fini l'école où on parle de promotion collective, tout le monde va réussir, c'est faux. Donc c'est pour cette raison que les élèves doivent d'abord se mettre. Et les parents aussi. Le vrai drame de l'école aujourd'hui, c'est la démission parentale. Les parents se bousculent maintenant pour acheter les fournitures, pour acheter les cahiers, pour acheter des tenues, pour s'occuper des frais de scolarité. Une fois passé ce délai, on abandonne. Les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Aller à l'école, ça dit les enseignants. Le parent ne veille même pas sur la scolarité, sur le suivi, sur le note. Quels sont les parents qui prennent la peine de regarder ou de fouiller le cartable de l'enfant pour savoir si dedans il n'est pas dissimulé de la drogue, un couteau, une lame de rasoir ou une héroïne pornographique? Aucun parent. Parce que les parents estiment qu'ils ont autre chose à faire. Ils ont fini avec la rentrée scolaire, mais on doit faire autre chose pour avoir de l'argent et parce qu'on a d'autres besoins. Donc cette démission parentale, les parents doivent se dire que être parent suppose qu'on est responsable parce qu'on a posé un acte, la génition. Et maintenant, il faut répondre des conséquences attachées à cet acte-là. Être homme, c'est être responsable. Or, malheureusement, la plupart des parents, pour des raisons diverses, je sais aussi que la précarité ambiante dans nombre de nos familles est de nature à fragiliser la responsabilité parentale. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre. Effectivement, beaucoup de parents, comme on dit vulgairement, tire le diable par la queue, effectivement, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Mais également aussi les enseignants, les encadreurs pédagogiques et administratifs. Est-ce que nous, enseignants, nous ne sommes pas aussi responsables? Parce que c'est nous les parents culturels. Il y a le parent naturel, le père et la mère. Mais ces enfants passent le plus clair du temps avec nous autres enseignants. Et c'est pour cette raison que l'enseignement aujourd'hui doit aussi se réformer. L'enseignant doit avoir du réarmement moral. Vous qui parlez d'écriture, c'est pour cette raison que je viens de commettre 2 ouvrages. Un l'année dernière, Tableau noir
blanche écrit tableau noir, et cette autre Nina, la colonne miraculeuse, effectivement, pour montrer aux élèves que, attention, l'école est sérieuse. Voilà la fragilité de la jeune fille, la scolarité. Voilà une jeune fille, justement, qui, en cours d'année, est déjà renvoyée, mais qu'elle comprenne que même si il y a eu cet accident de circulation sur un lit, elle ne peut pas avoir du désespoir parce qu'elle peut se racheter. Donc, les enseignants qui se sont engagés dans une certaine voie, parce que nombre d'enseignants ne sont plus entrés dans l'enseignement comme on était dans les ordres par vocation, mais parce que l'école normale était restée la dernière usine qui fabriquait les matricules et on y va pour avoir un matricule sol. Les enseignants doivent comprendre que notre responsabilité est énorme parce que l'enseignant participe justement de la création. Vous êtes entendu tellement que je vois Emmanuel Faya acquiescer pendant que vous parlez. Alors, la préparation, la rentrée scolaire doit être préparée par tous les acteurs du secteur éducatif. Effectivement, si on doit revenir au niveau de la cellule familiale, la préparation au niveau familial, elle est très importante et elle doit être qualitative. Pour revenir avec ce que mon compagnon vient de dire, eh bien, généralement, la préparation n'est pas qualitative. Certains parents, ils préparent juste l'aspect financier et ils se disent, ok, tout est fait. Alors qu'il y a un autre aspect très important, affectif, social, qui doit suivre cette préparation financière. Ce suivi continuel que les parents doivent faire auprès de leurs enfants, être à l'écoute de leurs besoins, de leurs difficultés, afin d'ajuster, n'est-ce pas, cette autre partie financière. Maintenant, au niveau de la préparation financière, généralement, et malheureusement c'est le cas, beaucoup de familles, si on veut dire même au Cameroun, fonctionnent dans un circuit dysfonctionnel. C'est-à-dire que le parent a des moyens très limités. Il a des moyens très limités et parfois il est obligé et parfois même il démissionne de son rôle de parent pour ce qui est de la prise en charge familiale sur l'aspect financier. Et on voit ces enfants qui font des efforts, n'est-ce pas, pour rattraper le tir côté financier. Et généralement, ça peut causer d'autres problèmes. On imagine un enfant qui a grandi dans ce circuit familial, selon lequel c'est l'enfant qui doit prendre en charge sa scolarité, qui doit prendre en charge tous ses besoins. Eh bien, il peut répéter ce schéma plus tard avec ses enfants. Restons sur le plan des parents, notamment pour parler de ces parents qui vivent seuls, peut-être qui ont perdu des conjoints. C'est votre cas, Cécile Louise Onguéné, parents, veuve. Comment est-ce que ces parents qui vivent seuls, là, comment est-ce qu'ils doivent se préparer? Carlette, je vais vous dire que c'est très délicat. En ce qui concerne des parents qui gèrent des enfants seuls. Je vais vous prendre le cas des femmes. Parce que déjà, les enfants ont beaucoup plus peur du père, du papa. Si vous ne serrez pas les pieds au sol, étant que veuve ou femme éduquant des enfants seuls, si vous ne serrez pas les pieds au sol, vous allez vous retrouver des mains vides. Des mains vides, ça veut dire quoi? Des têtes vides. Vous allez chercher de l'argent pour les collages, pour ceci, cela. Si vous ne serrez pas les pieds au sol, ça ne peut pas donner. Parce que les enfants ressentent la fragilité de la femme seule. Et ils se prennent de la tête. Moi, je vais souvent au coup de poing avec les miens. Oui, au coup de poing. Je ne peux pas m'égosiller ou chercher de l'argent ou ceci, cela, et tu m'amènes de mauvaises notes à l'école. Ça, je ne l'accepte pas. Bon, il y a d'autres mamans qui passent le temps. Je prends l'exemple de commerçante au marché. L'enfant rentre de l'école. C'est l'enfant qui part chercher de quoi préparer. Et le temps donc de faire ses devoirs, de lire les cahiers, il n'y a pas ce temps. Et la maman même va rentrer fatiguée. Je suis encore au niveau des femmes. Elle va rentrer fatiguée. Elle ne va pas demander qu'est-ce que vous avez fait à l'école. Elle va me trouver que les enfants dorment déjà. Bon, on dort et puis on se réveille le lendemain. Chacun va à ses occupations.
Donc, pour les hommes aussi, c'est aussi délicat. Je vous propose de parler des hommes juste après la pause, mesdames, messieurs. C'est l'heure du journal sur CRTV News. On se retrouve juste après, le 19h. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur le thème la rentrée scolaire, le juste temps des préparatifs, et on poursuit notamment préparatifs du côté des parents qui vivent seuls, notamment et Cécile Louise Onguéné. Vous vouliez parler notamment des papas qui vivent seuls avec leurs enfants. Comment est-ce qu'ils préparent la rentrée? Des papas qui vivent seuls avec leurs enfants ont ce problème de rentrer tard, des rentrées tardives, dont les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Quel que soit l'âge, l'enfant reste l'enfant, qu'il soit ado ou bébé, il est enfant. Il a besoin de l'assistance. Bon, même si vous apportez une tonne de fournitures scolaires, à partir du moment où vous arrivez tard à la maison, les enfants dorment déjà, et puis le matin, tu es appelé à repartir chercher d'autres fournitures, disons, travailler, ça ne va pas donner. Bon, ils ont aussi un autre souci. Ces papas-là, parfois, je ne sais pas, célibataires, veufs, changent de partenaire et puis ça déstabilise les enfants. Excusez-moi, je sors un peu du cadre, mais ça fait aussi partir de la rentrée scolaire. Parce que quand l'enfant n'est pas assis dans sa tête, même s'il va à l'école, peut-être il a même le ventre qui est vide. Et puis, il est stressé comme un adulte. Il aura des problèmes, il ne peut pas apporter un grand rendement. Alors, Eric Yebga Wanda, enseignant, écrivain et entrepreneur social. Une autre question, notamment qui dérange, c'est celle de la rentrée des enfants, des congés ou alors des vacances. Quand est-ce qu'il faut le faire? Khaled, déjà la rentrée scolaire, j'aime toujours dire aux parents, à partir de 3 semaines ou 2 semaines, ou un mois, il est bon déjà d'habituer l'enfant au réveil tôt. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que parfois les retards qu'on accumule parfois pendant les 2 premières semaines ou bien le premier mois de rentrée, c'est parce que le corps des enfants n'était pas encore préparé déjà à l'école. Ça veut dire, vous allez voir jusqu'à présent des enfants qui continuent à se coucher très tard dans les maisons parce qu'ils sont devant les écrans et à se réveiller aussi très tard. Parce que vous allez voir des enfants parfois au primaire qui dorment jusqu'à 9h, 10h. Et si ce rythme est maintenu jusqu'à, je dis n'importe quoi, jusqu'au 5 septembre, il ne sera pas évident qu'au 9 septembre, cet enfant soit debout à 5h30 pour se préparer. C'est la raison pour laquelle dans l'ouvrage Parents présents et excellents, c'est à nous les parents de pouvoir déjà donner ce rythme-là aux enfants progressivement. Et lorsque vous parlez de rentrée, l'un des rôles majeurs dont beaucoup de parents ne jouent pas dans la vie de leurs enfants, c'est cette préparation spirituelle. Comme j'aime toujours à dire dans mes conférences avec les parents, cette période, c'est aussi la période où les grands-parents peuvent venir bénir leurs petits-fils, que les parents eux-mêmes doivent déjà prendre des dispositions, parce qu'au-delà de tout, sans arborer ma casquette de croyant, il faudrait que les parents intègrent que d'eux-mêmes, c'est pas évident de réussir l'éducation d'un enfant. Or, en étant tout simplement comme des éléments ou bien des personnes que Dieu utilise pour mener sa mission, lorsqu'on s'appuie sur Dieu, il est facile de réussir l'éducation de son enfant. Ça veut dire savoir que c'est Dieu qui chapeaute et nous, on est tout simplement là par notre présence et nos apports tant psychologiques que matériels et spirituels à l'endroit de l'enfant. Donc, pour dire, il est bon que les parents puissent déjà dès à présent donner un nouveau rythme de réveil à l'enfant, un nouveau rythme d'études, parce que dans une maison, actuellement, les enfants doivent avoir au moins 4 heures d'études par jour. Au niveau du primaire, il faudra qu'ils commencent à fouiller les cahiers, à commencer à lire. Pourquoi pas? Pour remettre le cerveau, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les enfants avancent juste avec le niveau académique. Or, le niveau intellectuel, parfois, le niveau d'instruction est très faible. Il est passé pour la classe supérieure,
Mais est-ce qu'il a vraiment suffisamment de notions, même dans la classe où il est passé? Je pense que c'est l'occasion des révisions et l'occasion déjà de présenter à l'enfant ce qui viendra pour la nouvelle classe. Parce que c'est cette anticipation. Les parents n'en sont pas eux-mêmes édifiés sur cette question-là. Bien évidemment, parce que c'est un problème d'enseignement au niveau de soi et ailleurs. Nous avons lancé depuis quelques années l'école des parents. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à devenir parent on apprend à devenir parent, comme je l'ai si bien dit. Il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas des éléments de psychologie, qui connaissent pas des éléments de pédagogie. Et c'est l'occasion de leur montrer comment être des parents excellents à l'endroit de leurs enfants. Alors, Emmanuel Faya, psychologue clinicien, comment véritablement mettre les enfants dans le bain de la rentrée scolaire? La rentrée scolaire, puisque les enfants, généralement, pour ceux qui vont déjà à l'école, c'est une expérience qui se renouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une certaine expérience de comment l'année passée s'est déroulée et on peut donc profiter de cela pour commencer à les préparer pour la nouvelle année qui vient. S'il y a de nouveaux challenges, s'ils vont dans des classes par exemple d'examen, il y a cette préparation mentale, psychologique qu'on doit leur apporter, ce soutien-là, afin que quand ils arrivent, ils n'ont pas ce stress. Préparation mentale, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, d'entrée de jeu, il faut être à l'écoute des besoins de l'enfant. À l'écoute. Qu'est-ce que mon enfant a besoin? Et quand on commence très tôt à être à l'écoute de son enfant, on peut facilement voir les fluctuations qu'il commence à développer. Et si elles sont mauvaises, si elles ne sont pas le reflet de ce qu'on veut pour notre enfant, alors on commence à travailler dessus pour le remettre sur les rails. Donc c'est un travail de longue haleine qui commence très tôt. Au fur et à mesure donc on évolue, on connaît notre enfant, on connaît le fond. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'il évolue, on voit les trajectoires qu'il prend. On peut facilement savoir. Très tôt, c'est quand, puisqu'on est dans le thème rentrée scolaire, le juste temps des préparatifs. Oui. Très tôt, c'est quand? Généralement, 3 ans, quand l'enfant peut déjà échanger, communiquer. Même à partir de 2 ans, c'est un échange déjà. Peut-être même avant, oui. Mais l'âge de la scolarisation, si on veut entrer dans le thème, bien sûr, pour ce qui est de la préparation, très tôt, on regarde notre enfant, on étudie notre enfant, on voit ses tempéraments. Au fur et à mesure qu'il grandit, on connaît notre enfant. Si quelqu'un, un élément extérieur, commence à lui donner des idées, on va facilement le repérer parce que on connaît d'habitude comment il fonctionne. Et on pourra l'encadrer continuellement sur la voie qu'on veut pour lui. Alors Moïse Ndoumo à vos mots, proviseur émérite, écrivain. Je vous pose la même question tout à l'heure qu'à Emmanuel Faya, psychologue. Comment véritablement mettre les enfants dans le bain de la rentrée scolaire? Officiellement, la rentrée scolaire est fixée au 9 septembre. Pour cette année 2024. Pour cette année 2024. Mais effectivement, chaque parent devrait faire que son enfant rentre en situation d'apprentissage, en situation de classe, 2 semaines avant le 9. C'est-à-dire la rentrée scolaire commence dès maintenant, mi-août. C'est dit quoi déjà, le faire revenir? C'est-à-dire que ceux qui sont en vacances, les faire revenir. Leur inculquer un autre mode de vie, que fini le festif, fini le ludique, fini la télé, et réveillez-vous à telle heure, couchez-vous tôt. Il faut tout un temps de préparation. C'est comme avec les sportifs. Les sportifs n'entrent pas seulement sur le terrain de jeu, ils s'entraînent avant. Que l'élève commence dès maintenant à s'entraîner. Et l'entraîneur, c'est le parent. Puisqu'il n'est pas encore à l'école. Le parent doit maintenant entraîner son enfant à se lever tôt, à se coucher tôt, à consulter les cahiers, même s'il n'a pas les cahiers l'année dernière, il y a toujours des livres quelque part à lire. Parce que le drame, c'est que nos enfants ne lisent pas. Même si ce ne sont que les journaux Cameroun qui lisent, tout ce qui tombe, parce qu'il n'y a pas d'avenir à l'école sans lecture. C'est parce que nos jeunes ne lisent pas. Si le bac A été catastrophique, c'est parce que les élèves passent tout leur temps, toute leur scolarité sans lire une seule page. Un roman, à l'époque nous enseignons germinal, 553 pages. L'élève n'arrive même pas à lire une page en un an. Comment vous allez enseigner un ouvrage de ce genre-là? Donc que les élèves apprennent à lire et à écrire. C'est classique.
Mamadou et Bineta ne sont devenus grands que parce qu'ils ont appris à lire, à écrire couramment grâce à Maître Diallo. C'est pour dire que les parents amènent les enfants à lire, fini les dessins animés, fini les SMS où on écrit qui avait KI et tout le reste, que les parents s'accrochent. C'est ça qui permettra donc que le 9, les enfants seront déjà préparés pour aller à l'école. Donc si on attend seulement la rentrée du 9, l'année scolaire risque de choses, c'est un mauvais départ, comme au 100 mètres. Si tu rates le départ, tant pis pour toi. Et donc, justement, je m'en vais poser une autre question sur ce plateau, celle de savoir si bien préparer finalement sa rentrée scolaire peut impacter sur les résultats de fin d'année. Madame Cécile Louise Angueni. Oui, Carlette, tout se prépare à la base. Quand on a bien préparé, tel que le terme l'indique, bien préparer la rentrée scolaire, on s'attend à de bons résultats. L'école, c'est comme un champ. Quand je défriche bien mon champ, je nettoie, je sélectionne la semence, j'attends que de bonnes récoltes. Le contraire me surprendra. Eric Yebga Wanda. Carlette, préparation matérielle, je dirais, permettez-moi le thème non. Parce que au-delà de la préparation matérielle, il faudrait le suivi au quotidien. C'est la raison pour laquelle beaucoup de parents sont stressés parce qu'ils se focalisent sur la préparation matérielle de la rentrée scolaire, nouveau sac, nouvelle tenue, nouvelle école, mais très peu regardent le suivi au courant de l'année. Ça veut dire qu'on peut très bien préparer la rentrée scolaire matériellement et même psychologiquement, mais à partir du 20 septembre, on n'est plus là. Ou bien à partir du 10 septembre, on n'est plus là. Je doute fort qu'on puisse avoir une année scolaire réussie. Or, cependant, le parent qui stresse encore parce qu'il n'a pas encore eu la tontine, au 9, il n'aura pas encore bouffé sa tontine, mais qui pourra être là au courant de l'année aux côtés de l'enfant, présent et le suivre. Je suis sûr que même si au 9, il n'a pas encore tout réuni matériellement et qu'il suit bien l'année scolaire, l'enfant pourra réussir. Donc, Emmanuel Faya, psychologue clinicien. Oui. Est-ce que bien préparer sa rentrée scolaire ou la rentrée scolaire peut avoir des impacts positifs sur l'année scolaire de l'élève? Effectivement. Les deux aspects dont on a évoqué, l'aspect financier et également le suivi, sont incontournables. Si on achète les livres à l'enfant, s'il a ses fournitures, c'est déjà une bonne option qu'il a pour ce qui est de la réussite scolaire. C'est une bonne option. Parce qu'un enfant qui n'a pas ses manuels, ses outils, il a déjà un mois. Il va déjà avec, on ne va pas dire bras cassés, mais c'est déjà un mois qu'il a. Donc quand les fournitures sont là, l'enfant est même à l'aise. Il voit ses autres amis, il a suffisamment de temps pour pouvoir lire ce manuel. Mais maintenant, il y a le suivi à long terme qui est très important. Oui, on va voir peut-être si l'enfant prête vraiment attention aux livres qu'on l'a achetés. Est-ce qu'il les lit? Est-ce que il fait ses devoirs? Est-ce que il a des soucis particuliers à l'école? Toutes ces choses-là, lorsqu'on a à son écoute, on comprend. Et parfois, il y a des difficultés qu'on sera obligé d'aller à l'école pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir l'aider. Donc, une bonne préparation, c'est une bonne option pour réussir. Ça n'est pas une garantie, mais c'est une très bonne option. Monsieur le proviseur. Tel père, tel fils. Je le dirais comme ça de façon triviale. L'enfant, dit-on, est le père de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme de demain, mais qui se prépare aujourd'hui. Et la préparation de la rentrée scolaire est déterminante. Mauvais départ, échec à l'arrivée. Cela est classique. Et c'est pour ça que tous ceux qui doivent contribuer au départ sur les starting blocks doivent se réarmer moralement. Les élèves eux-mêmes déjà, les parents, les encadreurs. Et c'est pour ça qu'il faut créer dans les maisons un cadre propice à l'étude. Madame a évoqué tout à l'heure, et je reconnais effectivement la pertinence de cette remarque, l'absentéisme du père. C'est-à-dire qui rentre tôt, qui rentre tard, qui se lève tôt, qui disparaît, qui revient. Le tout n'est pas de venir donner de la nourriture ou des fournitures. On nourrit bien ses chiens, on nourrit les chats.
C'est pas donner la nourriture aux enfants qui suffit, c'est pas acheter des fournitures scolaires, mais c'est cet encadrement psychologique permanent, instaurer un dialogue en famille. Et ce dialogue doit se faire avec tous les partenaires de la famille. Le père et la mère doivent parler le même langage à l'enfant pour que l'enfant ne trouve pas d'échappatoire pour digérer, dire à maman, si toi, tu papa, tu me fais ceci. Qu'il parle le même langage et que dès maintenant, il amène l'enfant à comprendre qu'il lui appartient de forger son propre destin, que son destin est entre ses mains, parce que l'école est sélective, l'école est impitoyable. Merci donc, c'était le dernier mot sur ce plateau de Twilight. Le débat portait sur la rentrée scolaire, le juste temps des préparatifs. Merci donc à vous, Cécile-Louise Onguéné, parents, Eric Yebgawanda, enseignant, écrivain, entrepreneur social, Emmanuel Faya, psychologue et clinicien, et puis Moïse Ndoumou Vomo, PLEG philosophie retraité, proviseur émérite, écrivain, et par ailleurs conseiller régional de la région du Sud. Merci à vous quatre. À vous qui nous avez regardés, merci. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du mardi 20 août 2024. Nos programmes se poursuivent. Restez scotchés. Après jour, les marchés et les librairies sont pris d'assaut par les parents, parfois accompagnés par leur progéniture à la recherche d'une tenue scolaire, d'une paire de chaussures ou de fournitures parmi lesquelles les livres, les cartables. La ruée observée dans les points d'achat connaîtra davantage une montée en puissance au point d'atteindre comme à l'accoutumée son point culminant à quelques heures seulement de la rentrée scolaire. Le constat répété tous les ans ne fera certainement pas exception cette année. On peut en être sûr de manière à s'en mordre les doigts, de continuer à observer les courses qui se poursuivent même après l'ouverture des portes des classes. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce phénomène, ces bousculades qui s'accentueront aux portes donc des établissements aux dernières minutes. Donc la question trouve certainement réponse dans la qualité des préparatifs de la rentrée scolaire. Comment s'y prendre? À quel moment faut-il déjà y penser? Que doit-on apprêter et qui doit le faire? Twilight vous propose les éclairages d'intelligence fleurie et aguerrie du secteur éducatif. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Sur la table du débat de Twilight, ce mardi 20 août 2024, Cécile-Louise Onguéné, elle est parent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Vous êtes aussi veuve? Oui, depuis 19 ans aujourd'hui. Voilà. Sur la table du débat aussi, notamment à vos côtés, Eric Yebgawanda, enseignant, écrivain et entrepreneur social. Bonsoir et bienvenue. Merci Khaled, merci pour cette invitation de plus sur votre plateau. Le débat sera également mené avec la contribution de Emmanuel Faya, psychologue clinicien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très enchanté d'être là avec vous. Last but not the least, en présentiel aussi, Moïse Ndoumou Vomo, PLEG philosophie, retraité, proviseur émérite, écrivain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma fille, toujours heureux d'être avec vous. Merci pour cette invitation. Vous êtes par ailleurs conseiller régional du Sud. Oui. D'accord. Alors, je m'en vais vous poser la première question de ce débat, notamment la physionomie des rues, des quartiers, des marchés, des boutiques a pratiquement changé. Les signes visibles d'un prochain retour des classes s'observent de plus en plus. Vous avez fait le constat?
c'est manifeste que de plus en plus il y a une certaine effervescence dans nos rues. Il s'agit, j'emprunte cette expression au philosophe Nietzsche, du cycle éternel retour. Parce que la rentrée scolaire revient chaque année, c'est un itinéraire cyclique. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que à chaque fois que cette rentrée arrive, il y a une effervescence. Et la preuve, les parents l'ont même affublé d'un sobriquet, rentrée colère, pour montrer que la tension monte tant et si bien, parce que les fauches doivent absolument se vider pour satisfaire les besoins de leurs enfants, de leur progéniture. Mais moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi la rentrée scolaire donne l'impression de surprendre, alors qu'elle fait partie justement de ce que j'ai appelé un cycle éternel retour. L'arrêté conjoint Minesec-Minebase, à laquelle vous venez faire allusion tout à l'heure, fixe la période des vacances scolaires qui concernent les apprenants et les enseignants. Je me demande quel arrêté qui met les parents en vacances. Donc les parents ne sont pas en vacances, par conséquent, ils doivent s'atteler justement à temps pour la préparation de leur rentrée scolaire, celle de leurs enfants. Préparation. Il y a d'abord parer, se munir, mais préparer avant paix. Donc c'est pour ça que la préparation de la rentrée scolaire doit se faire dès le début de la rentrée scolaire. On va y arriver. J'aimerais qu'on reste encore dans les constats. On voit donc effectivement une effervescence. Oui. Chez les commerçants, ça se comprend. Parce que les commerçants vivent par cycle. On verra à Noël, il y aura d'autres choses et tout le reste. Donc, les commerçants profitent de la rentrée scolaire pour vendre ce qui est attrait à la rentrée scolaire. Mais les parents, justement, qui se bousculent, le font à la limite par souci de responsabilité. On essaiera de comprendre l'attitude des parents, notamment en cette période de rentrée scolaire, mais restons encore, je vous propose de rester dans les constats. Alors, Cécile Louise Onguéné, Oui. qu'est-ce que vous observez autour de vous en cette période? Il y a beaucoup de bousculades au marché, des embouteillages dans des rues. Pour arriver ici, il a fallu du temps que j'arrive ici parce que il y a de l'embouteillage en route. Les marchés surabondent des vendeurs. On ne voit pas des acheteurs parce que tous les parents se plaignent. Il n'y a pas de l'argent. Bon, comme l'a dit monsieur, c'est comme si la rentrée nous surprenait. Bon, avec les temps qui courent, préparer les rentrées à temps ou avant, je sais pas. On va en parler. Vous allez notamment expliquer davantage quand est-ce qu'il faut préparer sa rentrée. Eric Yebga Wanda, vous dites-nous très clairement les changements que vous percevez, les signes annonciateurs de la rentrée partout où vous passez au Cameroun. Merci Colette. Comme le proviseur Meryl le disait, la rentrée scolaire, c'est un phénomène cyclique en fait. Ça revient après chaque septembre après septembre, et les mouvements changent au fil du temps avec la précarité économique que nous constatons. Parce que nous allons voir l'effervescence, par exemple, des rentrées scolaires il y a de cela 10 ans, n'est pratiquement plus le même aujourd'hui. Et on le constate même déjà dans les maisons. C'est vrai, antérieurement, nous étions apprenants. Aujourd'hui, nous sommes devenus parents. On se rend compte que l'effervescence a un peu changé parce que nous nous rendons compte, certes, les parents bougent, les boutiques se transforment parce qu'il y a des boutiques qui sont, c'est-à-dire ils vendent des marchandises d'après des périodes, comme monsieur le proviseur le disait. Il y a des boutiques qui changent d'activité avec ce phénomène de rentrée, mais cependant, ça devrait vraiment inquiéter personne dans la mesure où la rentrée scolaire, c'est comme tout événement cyclique qui doit se préparer sur le court terme, le long terme, le moyen et le court terme. Nous sommes pratiquement en moins de 3 semaines, nous sommes déjà dans le court terme et l'effervescence va davantage grandir jusqu'à la rentrée et bien pratiquement 2 semaines après. Pourquoi? Parce que au niveau des établissements, par exemple, l'une des difficultés que nous avons, c'est les nouveaux venus. C'est-à-dire des enfants qui doivent changer d'établissement. C'est parfois où on rencontre un peu plus de stress. Parce que vous allez voir, Khaled, que la rentrée est beaucoup plus stressante pour les jeunes parents.
c'est-à-dire des parents qui vont envoyer les enfants pour la première fois à l'école, et aussi pour des parents dont les enfants doivent changer d'établissement. Parce que pour des parents dont les enfants doivent changer d'établissement, cette période est un peu trop parce qu'ils ne savent pas déjà quelle est la position de l'enfant à la maison, est-ce qu'il doit aller à l'école ou pas, dans quel établissement. Et parfois tout cela a une modification qui essaie de créer, pas seulement au niveau des marchés, même au niveau des ménages, il y a déjà un peu de troubles, un peu de dysfonctionnement. Alors, Emmanuel Faya, psychologue clinicien, on reste toujours dans les constats. Vous, qu'est-ce que vous observez? Pour beaucoup de parents, c'est une période assez particulière pour ce qui est des dépenses financières. Oui, parce que ce n'est pas à toutes les périodes de l'année qu'ils font des dépenses de cette envergure. Ce qui fait donc que cela génère un certain stress dû aux différents challenges dont ils font face. Et il faut donc que ces parents puissent conjuguer avec cela, bien gérer ces stress et également mettre à l'épreuve la préparation qu'ils ont mise en place pour pouvoir assurer leur rentrée. Donc, on observe beaucoup de choses de ce genre. Également des élèves qui se préparent, que ce soit mentalement, pour affronter la nouvelle année, en raison des différents changements auxquels ils font face. Peut-être ceux qui sont à la classe supérieure, ceux qui sont restés, qui n'ont pas passé. Donc, tout cela génère un certain nombre d'émotions qui peuvent être positives comme négatives. Et ils conjuguent avec tout cela et ils se préparent en conséquence pour la rentrée qui arrive. Alors, vous êtes presque tous d'accord sur ce plateau sur le fait que la venue de la rentrée scolaire suscite beaucoup de stress. Pourquoi, monsieur le proviseur? Vous avez commencé à expliquer ce qui se passe. Le stress est naturel dans la mesure où il fait partie justement au niveau psychologique, comme le psychologue le montre effectivement, que l'intensité de la responsabilité. Parce que les parents prennent conscience de leur responsabilité face au destin scolaire de leur enfant. Et malheureusement, entre la grandeur de ce destin et la précarité existentielle de nombre de parents par ce temps qui ne court plus vite, effectivement, il y a un décalage et c'est ça qui fait donc que les parents se sentent tellement bousculés, tellement déprimés, tendus parce qu'ils savent que la rentrée est une exigence impérative avec des contraintes financières énormes, effectivement. Trouver des établissements n'est pas aussi facile que cela. Pouvoir offrir de scolarité encore moins, sinon les parents, justement, ont une tension attente. La tension attente face à la rentrée et la tension pression des responsabilités financières qui incombent aux familles désormais et qui malheureusement vivent une situation assez difficile dans la précarité. Je viens d'un milieu rural puisque j'étais au village pour les vacances effectivement. La tension des parents est vive. Pourquoi? Parce que avec le changement climatique, la saison cacaoyère n'a pas encore porté ses fruits. Or, la rentrée annoncée pour le 9, la saison de l'hivernage que nous venons de traverser a été très dure, très sèche, au point donc que les cabousses n'ont pas pu mûrir, effectivement, et les parents se demandent comment ils vont faire s'ils n'ont pas assez de cacao à vendre pour justement leurs enfants. Donc, si cet exemple n'est qu'une illustration de ce que vivent tous les parents, j'allais justement dire que le cacao... Je prends l'exemple du cacao qui est vrai à l'extrême nord par rapport au mil, mais c'est parce que la dureté de la situation au niveau des parents est telle que face à ces responsabilités et aux exigences conséquentes de la rentrée, les parents se trouvent pratiquement aux abords. Et c'est pour ça que le stress monte. Et c'est pour cette raison qu'ils sont à la limite déprimés. Emmanuel Faya, je reviens à vous. Vous êtes psychologue, vous comprenez mieux ce qui se passe dans la tête des parents en cette période. Oui, effectivement, puisque c'est une période où il y a des dépenses d'une envergure particulière, en raison, n'est-ce pas, de la nouvelle année qui commence. Et il y a généralement des changements pour ce qui est de leurs enfants qui passent en classe supérieure, ce qui fait donc que peut-être les moyens financiers, la pension augmente, il faut donc s'adapter à tout cela. Ce qui fait donc qu'un parent a tous ces challenges devant lui et il doit pouvoir les gérer. Et il a fait une préparation
Et cette préparation est mise à l'épreuve au moment de la rentrée. Maintenant, il faut que le parent puisse gérer bien ce stress. À défaut, il peut se causer du tort à lui-même ou bien causer du tort à son entourage. Alors, Cécile Louise Onguéné, Oui, parent, Carlette. on l'a dit sur ce plateau, la rentrée est un phénomène cyclique qui ne surprend personne. Mais pourquoi ce stress? Carlette, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que la rentrée scolaire qui occupe ou bien qui préoccupe les parents. Nous avons un phénomène de deuil, excusez-moi, dont les parents doivent gérer chaque fois, à chaque instant. Nous sommes des Africains. Nous avons des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. À chaque minute, il y a deuil dans la famille. Même si vous avez gardé de l'argent quelque part, mariage, oui. Même si vous avez gardé de l'argent quelque part, pour la rentrée scolaire, quand un événement arrive, vous serez obligé de mettre main dans cette caisse, je peux appeler ça comme ça. Effectivement. Et au moment où la rentrée se pointe, vous vous trouvez défaillant. Et ça fait monter la tension. Oui. Eric Yebga Wanda. Carlette, à la suite de Madame Onguéné, je pense que pour moi, un événement comme un mariage ou un deuil, comme vient de dire, doit être plus stressant qu'une rentrée scolaire. Permettez-moi de m'expliquer dans la mesure où un événement comme un deuil ou un mariage, c'est un phénomène ponctuel. Ça veut dire que c'est parfois ce qu'on appelle un jour un événement. Il faut tout réaliser pour qu'il se passe. Mais la rentrée scolaire, c'est déjà un début, mais qui doit suivre tout son cycle, ou bien tu vas suivre un temps jusqu'à 9 mois. Ça veut dire, stresser, c'est normal, c'est naturel pour des parents, mais ça ne devait vraiment pas trop. Dans la mesure où, un parent, je dis n'importe quoi, qui jusqu'au 9 septembre n'a pas encore réuni tout le minimum pour que l'enfant puisse aller à l'école, si l'enfant n'a pas de problème d'inscription, s'il est dans l'ancien établissement, il peut d'abord commencer. Et progressivement, il peut intégrer les besoins de l'enfant au courant de l'année. Pour moi, la rentrée n'est pas un stress, c'est parfois la gestion de l'année scolaire. Pourquoi? Parce que je vais prendre un phénomène banal qui peut intéresser beaucoup d'autres parents. Comme j'aime toujours dire, ce n'est pas la scolarité qui est le plus dur. C'est la gestion du quotidien de l'enfant parfois qui est très compliquée. Nous allons voir par exemple déjà à partir du 9 septembre, pour ceux qui ont encore des enfants, les tout petits, maternelle et bien d'autres, parfois gérer seulement l'alimentation de l'enfant pour l'école tous les jours. Pour moi, c'est un peu plus stressant qu'un événement qui doit commencer le 9 et qui doit se poursuivre durant toute l'année. Pour dire, un parent qui se met dans un état de stress parce qu'il n'a pas encore réuni tous les paramètres, j'aime toujours à dire aux miens, le sac de classe, lorsqu'il n'est pas neuf, le plus important, c'est les cartables qu'il porte. Ou bien c'est les fournitures qu'il porte. Il faut que les parents préparent déjà les enfants psychologiquement parce que ce stress est beaucoup plus dû au phénomène de conformisme social. Permettez-moi un peu cela dans la mesure où beaucoup de parents sont dans la mesure ou bien sont dans l'optique où le voisin, par exemple, a changé d'école pour ses enfants. Il a déjà payé les nouvelles tenues pour ses enfants. Enfin, on se met une certaine pression personnelle au regard de ce que les autres vivent autour de nous. Or, si un parent avec sa petite famille recoupe ses enfants, fait comprendre, parce que vous allez voir par exemple Carlette où il y a des parents qui ont enlevé des enfants des établissements publics pour les mettre dans des établissements privés à cause de l'entourage. Qui coûte Un peu, voilà. Or, l'enseignement privé est beaucoup plus coûteux. Or, un parent qui se lance dans cette logique, avec pour optique, il faudrait par exemple, permettez-moi le thème, que mes enfants vont à l'école ou les enfants des autres voisins vont à l'école, forcément il va se mettre dans un gros stress. Un parent qui trouve par exemple que non, les voisins ont déjà tout acheté, excusez-moi, c'est parfois le complexe au niveau de certaines épouses, où elles ont tendance à dire tous les voisins ont déjà payé les nouvelles tenues, elles sont prendre des mesures des enfants, est-ce que les miens vont aller à l'école et tout et tout. C'est parfois un stress qu'on se crée soi-même. Et en fin de compte, Carlette, de tous les parents que je rencontre souvent dans les établissements, cette période finit toujours par passer. Ça veut dire même lorsqu'on se met dans un état de stress, on pilule, on souffre, après on se rend compte qu'on a souffert pour rien. Ça veut dire l'énergie qu'on gaspille à stresser, à s'inquiéter, on pouvait le canaliser ailleurs et rentabiliser beaucoup plus au niveau des enfants. Vous allez vous en rendre compte pour finir que beaucoup d'enfants, vous avez évoqué ça au début, est-ce que la préparation de la rentrée peut suivre pour l'année de l'enfant? Oui, bien évidemment.
dans la mesure où c'est le parent qui implique. J'aime toujours on va y arriver, mais je reste encore avec vous. Nous sommes notamment à moins de 3 semaines de la rentrée du 9 septembre prochain. Alors, est-ce le moment propice pour effectuer les achats? Oui, Calette, et non Calette. Oui, dans la mesure où, pour des parents qui, par exemple, ont des changements d'établissement ou bien de classe au niveau des enfants, ils peuvent progressivement, parce que, par exemple, c'est récemment qu'on prenait la liste des manuels et des livres. Depuis un bon bout, il est un peu changeant. Ce qui fait que parfois, c'est cette période où vous arrivez dans certaines librairies, on vous fait comprendre qu'il y a certains livres qui ne sont pas encore arrivés. Il y a certains manuels qui ne sont pas encore là. Je pense que prendre ces manuels et s'en procurer, c'est le moment propice. Mais pour les autres, à savoir par exemple la scolarité, à savoir le sac de classe et bien d'autres, je pense qu'on pouvait le faire beaucoup plus avant. Dans la mesure où, une fois que l'enfant a fini avec l'année scolaire, je pense pour moi, la rentrée scolaire se prépare dès la fin de l'année scolaire en fait. Parce qu'une fois que l'enfant a traversé une classe, un parent doit déjà savoir ce qui peut avoir une idée de ce qui doit l'attendre pour l'année qui suit. Or, lorsque nous ne sommes pas dans cette logique et que nous nous disons, c'est parfois dans les dernières minutes qu'on doit tout regrouper, qu'on doit tout faire, et qu'on se rend compte qu'on ne parvient pas à tout faire, c'est tout cela qui crée parfois ce stress dont beaucoup de parents ne parviennent pas à tenir. Je rappelle que vous êtes auteur aussi, et notamment parmi vos ouvrages, réussi avec excellence l'année scolaire, entre autres, vous en avez d'autres? Oui, réussir l'année scolaire ou académique, c'est un ouvrage qui interpelle les parents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, réussir seul ne suffit plus, mais la qualité de la réussite compte beaucoup. Je passe sous le contrôle du proviseur qui est là. Autre ouvrage, Parents présents. Parents présents et excellence. En fait, là, c'est un document pratique parce que moi, je dis toujours, la rentrée scolaire doit passer le 9 septembre, Calette, mais si on a acheté toutes les fournitures aux enfants, si on a tout préparé, et qu'on a été absent au courant, et qu'on doit être absent au courant de l'année, qu'on ne doit pas suivre, permettez-moi qu'à une seconde, il y a des enfants qui, permettez-moi, vendent leurs livres depuis le premier mois de classe, ou bien ne les ont plus. Et beaucoup de parents le constatent parfois à cette semaine. On doit rester dans la rentrée scolaire. Je vous redonne la parole tout à l'heure d'auteur à auteur. Monsieur le proviseur, vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui que vous avez là devant vous. Merci de me le passer. Nina la colombe miraculée, auteur Moïse Ndoumo en vos mots. Monsieur, je vous pose cette question, la même tout à l'heure qu'à Eric Yebga Wanda. Est-ce le moment propice pour effectuer les achats? Je crois que ce moment est propice. Parce que le faire un peu plus tôt aurait été peut-être difficile dès lors que la liste des manuels n'était pas déjà sortie. Mais le parent doit savoir qu'à la fin de l'année scolaire, pendant les vacances, c'est là qu'il prépare la rentrée. Parce que lorsque l'enfant va en vacances, il dispose déjà de son bulletin de notes et le parent sait qu'il reprend la classe ou qu'il va en classe supérieure. Le parent sait qu'il restera dans le même établissement où a été exclu cet établissement et qu'il lui faut maintenant chercher un autre établissement d'accueil. Donc, c'est dès le début des vacances que le parent doit déjà s'engager justement au niveau des fournitures. Et à ce moment-là encore, ces fournitures coûtent moins cher. Parce que l'inflation vient avec la rentrée scolaire. La pression maintenant, les cahiers qui coûtaient quelque chose au mois de mai ou juin coûtent davantage maintenant que nous sommes en septembre. Donc le parent doit profiter de cette période de tiège pour faire des achats. Qu'est-ce qui empêche même qu'un parent à Noël, à Pâques, ou achète déjà les cahiers pour l'année qui va, puisque ces cahiers vont servir toujours. On parle de tendance, les élèves ou alors les enfants qui veulent des livres, des cahiers avec la dernière image d'actualité, tendance. Effectivement, c'est ça le problème actuellement, dans la mesure où cet effet de mode envahit non seulement le milieu des élèves, mais également le milieu des parents. Notre collègue l'a dit tout à l'heure, que les parents font effet de mode.
parce que tel parent a fait ceci, il faut que moi aussi je fasse la même chose. La rentrée scolaire ressemble de plus en plus à ce que nous vivons dans nos milieux aujourd'hui avec les deuils et les funérailles. Le m'as-tu vu? C'est-à-dire, c'est l'occasion ou jamais pour montrer que j'en ai assez et que mes enfants sont bien lotis, ils sont bien logés, ils sont bien habillés, ils ont de nouveaux cartables, de nouvelles tenues. Et ce n'est pas la tenue qui fait la rentrée scolaire. On peut porter la même 1 ou 2 ans sans que cela entraîne le stress au niveau du parent pour que absolument il faille la changer. Donc je me dis donc que ce sont des effets de mode. Le m'as-tu vu? Le Camerounais sait s'installer dans cette habitude de snobisme. Il veut en montrer aux autres qu'il en a ou il peut faire autre chose que ce que le commun des mortels fait. Moi je crois justement qu'il faut que les parents reviennent au sens de la mesure, ni trop peu, effectivement, parce que ça que prévoit la parfaite sagesse. Donc c'est pour ça que moi je me dis que les parents ont une responsabilité énorme. Nous reconnaissons cela, mais ce n'est pas une raison pour que les parents perdent de vue que la rentrée scolaire doit tout focaliser, oubliant qu'il y a d'autres charges, effectivement, au niveau des familles. Ce n'est pas que la rentrée scolaire, il y a les malades, il y a la santé, il y a la nutrition, il y a beaucoup de choses. Alors, Emmanuel Faya, psychologue clinicien, on parle de conformisme social. Est-ce qu'on peut faire sans alors que les enfants réclament? Généralement, on ne craint pas d'avoir un impact sur leur évolution? Malheureusement, on a beaucoup de cas de familles qui ne sont pas bien préparés à pour la rentrée. Et souvent, certaines personnes eux-mêmes se mettent dans des difficultés. Généralement, il y a des adages. Ici au Cameroun, on dit souvent que l'enfant vient avec ses bénédictions. Les gens disent souvent comme ça. Et ce qui fait qu'on voit un parent, il a des revenus assez limités et il a beaucoup d'enfants. Il fait comment pour pouvoir prendre soin de tous ces enfants-là? On comprend là qu'il est dans une spirale, dans un piège, si on peut me le dire comme ça. Ce qui fait donc que pour pouvoir prendre en charge ces personnes, on avance dans un circuit dysfonctionnel directement. Et c'est pour ça que de temps en temps, on voit dans les rues des jeunes enfants qui se battent pour pouvoir payer eux-mêmes la scolarité. Mais le parent doit quand même satisfaire la demande de l'enfant. Exactement. Qui veut un cahier à la mode. Oui, exactement. C'est la responsabilité du parent de prendre soin de son enfant sur le point financier, sur le point affectif. C'est sa responsabilité, ce qui fait donc que toutes les charges qui incombent la scolarité, et également comment aider l'enfant à pouvoir gérer, n'est-ce pas, les situations nouvelles qu'il rencontre dans les débuts de classe. Tout cela revient aux parents. Ce qui fait donc que la parentalité est une lourde responsabilité. Et il faut donc prendre bien la mesure de la chose avant de pouvoir s'engager dans cette voie. Malheureusement, beaucoup de choses engagent les parents vers des voies vraiment désastreuses pour eux. Et ils se retrouvent piégés à chaque rentrée. Cécile Louise Onguéné, Oui, Carlette. vous êtes parent, comment vous gérez ces moments? Je veux livrer sur ce plateau mon petit secret. Je veux rejoindre Monsieur Eric Yegba. La rentrée, pour moi, en ce qui me concerne, je commence à la préparer au mois de juin, fin juin. Donc, quand les enfants viennent juste de prendre des congés, en quoi faisant? En visitant tous les magasins qui sont en solde. Je prends des cahiers. Je sais qu'il y a les, sans publicité, les simples cahiers, les doubles lignes, les ceci, les rames de papier. Ils sont en solde parce qu'ils attendent la rentrée pour renflouer les magasins. Cette étape passe. Je continue. Je cherche des promotions. Des promotions. Parce que, je vais vous dire, mes enfants se moquent souvent de moi que maman vit des soldes et des promotions. Parce que là, les prix changent. Que ce soit le cahier où il y a des stars actuelles, là, ce n'est pas mon problème. Je veux un cahier dur, solide. Une rame de papier qui a du bon format. Oui. Et puis, quand j'ai déjà ces fournitures, peut-être les anciens sacs, les livres scolaires viennent après. Parce que nous devons attendre
les listes qui sortent du ministère. Voilà. Et au fur et à mesure, je peux commencer par les exigences, parce que j'ai des scientifiques, les littéraires. Je commence par les livres des scientifiques, parce que ça coûte cher. Et puis, c'est très important. Bon, au fur et à mesure... Celui des littéraires est tout autant. Il peut attendre, ou bien il peut utiliser celui de l'année passée de son frère aîné. Voilà. En dehors de ça, ma rentrée continue jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça veut dire que crescendo, j'achète, je viens, je satisfais les besoins au fur et à mesure. D'accord, c'est ce qui explique par exemple que les achats se poursuivent après le début des cours. Voilà, effectivement. C'est normal, vous trouvez ça normal, Eric? Khaled, je pense que Mme Ongene vient de donner un secret de roi à tout le panel et à beaucoup d'autres personnes, dans la mesure où Khaled, j'aime toujours à dire, on n'apprend pas à devenir géniteur, mais on apprend à devenir parent. Comme le psychologue le disait, la parentalité est une grosse responsabilité. Ou, comme je le dis souvent dans des séances de formation au niveau des parents, le plus dur n'est pas d'envoyer l'enfant à l'école, c'est de suivre le parcours scolaire de l'enfant. Nous sommes encore là à la rentrée scolaire. Ça veut dire nous parlons de la maternelle jusqu'en terminale. Or, nous allons nous rendre compte, Khaled, qu'il y a plusieurs parents. Tout à l'heure, vous avez évoqué le phénomène des tendances. Vous avez dit, il y a des enfants, il y a des parents qui vont faire des achats avec des enfants. Et c'est vrai, émotionnellement, ça permet à l'enfant de découvrir les supermarchés et tout. Mais moi, j'aime toujours à dire, la psychologie africaine voudrait que de 0 à 10 ans, un enfant soit un esclave. Dans la mesure où c'est le parent qui décide tout de lui. Quand on dit esclave, ça veut dire qu'il dépend entièrement du parent, que ce soit... Un enfant dépend de ses parents. Oui. C'est-à-dire il n'a pas d'avis à donner par rapport à ce que son parent dit pour lui. Parce que pour moi, un parent et un vrai ne peut pas vouloir du mal pour son enfant. Ça veut dire, lorsque le parent a pensé qu'il faudrait que tu aies par exemple telle paire de chaussures. Et moi j'aime toujours dire, il y a cette communication parent-enfant qui doit exister. C'est l'un des points où je précise beaucoup dans le livre et réussi avec excellence. La relation parent-enfant compte beaucoup. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants, lorsqu'ils jouent dans la cour avec les autres, lorsqu'ils voient les autres, il y a cette communication qui parfois influence l'enfant. Et l'enfant en retour vient influencer le parent. Parce que vous allez vous en rendre compte, par exemple, il y a des enfants qui ont changé d'établissement à cause du phénomène de leurs camarades. Et progressivement, ils ont impacté le parent qui a cédé. Or, il cède pour un élément qui doit le torturer lui-même d'abord. Et qu'au courant de l'année, permettez-moi juste un petit exemple, je suis dans la ville de Soa. Il y a des enfants qui quittent la ville de Soa pour fréquenter dans des établissements confessionnels de très haut niveau, à permettez-moi, des dizaines de kilomètres. Et parfois, ils ont tellement mis la pression aux parents, et parfois même ce sont des parents qui font souvent ce choix d'établissement, mais ne tenant pas compte du paramètre temps, du paramètre fatigue chez l'enfant et tout. Et donc, on se dit tout simplement, parce que l'enfant va faire cette école, il sera par exemple dans cette école d'élite. Or, on ne voit pas comment ça va suivre tout au long de l'année. Comme je le dis souvent, même hier, il y a certains qui arrivent à mon niveau pour demander comment le faire. Je disais, l'établissement, je peux me tromper, je passe sous le contrôle, monsieur le proviseur, l'établissement joue au maximum de 40% sur le rendement scolaire d'un enfant. Ça veut dire qu'un enfant peut être dans un établissement public et avoir une réussite avec excellence. Tout comme un enfant peut être dans un établissement privé où il y a tous les éléments de discipline avec tous les meilleurs enseignants, mais il ne s'en sort pas. Ça veut donc dire, c'est parfois le gros problème, c'est nous les parents, parce que j'aime toujours à dire, on n'apprend pas à devenir parent. On n'apprend pas à devenir géniteur, mais on apprend à devenir parent. Un parent doit devoir suivre. Vous êtes compris. Peu à peu cet élément, et moi je me dis c'est important de faire la préparation. Vous êtes compris. Alors monsieur le proviseur, on parle de la préparation de la rentrée scolaire et dans ce cadre-là, on parle des parents, on parle des élèves, on parle des enseignants. Qui doit préparer la rentrée? C'est la rentrée de qui? De l'élève, du parent? Cette question est pertinente. La rentrée de qui? On dit rentrer les classes. Mais quand on parle de classe, il y a des agents qui participent de la classe. Il y a les élèves, forcément. Et derrière l'élève, il y a les parents. Et devant l'élève, il y a l'encadreur.
l'enseignant ou le cadre administratif qui coordonne l'administration de l'établissement. Donc lorsqu'on parle de préparation de la rentrée scolaire, tous les partenaires sociaux du milieu éducatif sont directement impliqués. Et cette préparation n'est pas seulement matérielle, financière, elle est d'abord une préparation psychologique, intellectuelle et morale à la fois. C'est d'abord dans la tête qu'il faut se préparer pour que l'année scolaire, qui est un parcours difficile, sélectif, puisse être couronné de succès à la fin. Et c'est pour cette raison que cette préparation interpelle toute la communauté éducative. Je prends cela comme référence. Les résultats, entre guillemets, catastrophiques au bac de l'année dernière doivent être une interpellation. En série A, généralement, moins de 10%, paraît-il. Ces résultats doivent nous amener à comprendre que l'école est quelque chose de très sérieux et que l'école ne s'amuse pas. À l'école, on ne va pas en aventurier. Les gens ont eu la facilité de croire qu'il suffit de rien. Bon, on peut passer d'une classe à l'autre, on peut passer des examens, on peut recourir à ce qu'ils appellent eux-mêmes l'eau et tout le reste, et on va réussir. Pour une fois, la sonnette de l'alarme a été sonnée. Pour montrer qu'attention, l'école est chose sérieuse et il faut absolument que tous les partenaires sociaux de l'école s'arment. Il faut un réarmement moral au niveau de l'école. Réarmement moral d'abord au niveau des élèves. Les élèves ne prennent plus l'école au sérieux. Parce qu'ils se disent, une école sans emploi, quel avenir? Le drame de notre école, c'est qu'on a cru que la seule diplomation, la seule certification permettait qu'on devienne je ne sais quoi dans la vie. Il faut que les enfants comprennent qu'il faut changer de paradigme. On ne va pas à l'école seulement pour acquérir des diplômes et devenir fonctionnaire, col blanc, costume, mais savoir que à l'école, il y a le savoir savant, c'est vrai, mais aussi le savoir faisant, le savoir pratique. Il y a le savoir étant, le savoir être. C'est autant de valeurs que cultive l'école. Et il faut donc que les élèves comprennent aujourd'hui que il faut absolument que la jeunesse se dise, et Georges Duhamel l'a dit avant moi, la jeunesse n'est pas l'âge du plaisir, c'est celui de l'héroïsme. Il faut absolument que nos jeunes comprennent qu'il faut être des héros. Héros au sens grec du terme, demi-dieu, c'est-à-dire se surpasser. C'est cette volonté de dépassement qui manque de plus en plus à nos jeunes aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils se laissent aller à la facilité. La preuve, ils viennent de passer près de 3 mois de vacances, mais va aller voir comment ces vacances ont été vécues en milieu rural ou bien en milieu urbain. Les campagnes de balles, de sport à la limite, sport de caravanes, les balles chaque jour et tout le reste, où on se laisse aller au farniente à ne rien faire, on se laisse aller au festif, au ludique. Voilà. Or, cela ne leur permet pas de préparer la rentrée scolaire. Tel que les élèves ont vécu pendant les vacances, ils ne sont pas prêts, justement, parce que la rentrée va les surprendre. C'est d'abord psychologiquement qu'il faut se préparer, que j'ai une aventure et que cette aventure est ambiguë. Ambiguë pourquoi? Parce qu'il y a que deux issues. Ou on réussit, ou l'on échoue. Et l'école est sélective à souhait. Fini l'école où on parle de promotion collective, tout le monde va réussir, c'est faux. Donc c'est pour cette raison que les élèves doivent d'abord se mettre. Et les parents aussi. Le vrai drame de l'école aujourd'hui, c'est la démission parentale. Les parents se bousculent maintenant pour acheter les fournitures, pour acheter les cahiers, pour acheter des tenues, pour s'occuper des frais de scolarité. Une fois passé ce délai, on abandonne. Les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Aller à l'école, ça dit les enseignants. Le parent ne veille même pas sur la scolarité, sur le suivi, sur le note. Quels sont les parents qui prennent la peine de regarder ou de fouiller le cartable de l'enfant pour savoir si dedans il n'est pas dissimulé de la drogue, un couteau, une lame de rasoir ou une revue pornographique? Aucun parent. Parce que les parents estiment qu'ils ont autre chose à faire. Ils ont fini avec la rentrée scolaire, mais on doit faire autre chose pour avoir de l'argent et parce qu'on a d'autres besoins. Donc cette démission parentale, les parents doivent se dire que
Être parent suppose qu'on est responsable parce qu'on a posé un acte, la génition. Et maintenant, il faut répondre des conséquences attachées à cet acte-là. Être homme, c'est être responsable. Or, malheureusement, la plupart des parents, pour des raisons diverses, je sais aussi que la précarité ambiante dans nombre de nos familles est de nature à fragiliser la responsabilité parentale. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre. Effectivement, beaucoup de parents, comme on dit vulgairement, tire le diable par la queue, effectivement, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Mais également aussi les enseignants, les encadreurs pédagogiques et administratifs. Est-ce que nous, enseignants, nous ne sommes pas aussi responsables? Parce que c'est nous les parents culturels. Il y a le parent naturel, le père et la mère. Mais ces enfants passent le plus clair du temps avec nous autres enseignants. Et c'est pour cette raison que l'enseignement aujourd'hui doit aussi se réformer. L'enseignant doit avoir du réarmement moral. Vous qui parlez d'écriture, c'est pour cette raison que je viens de commettre 2 ouvrages